Aujourd'hui, j'ai laissé mon fauteuil jaune à un artiste multifacette dont parmi les cordes à son arc, il y a la photographie. Aujourd'hui, on reçoit Charles-Élie Couture. Comme un avion sans aile. J'ai chanté toute la Salut, nuit. bienvenue sur Love Light. Aujourd'hui, je l'annonçais, on reçoit Charles-Élie Couture. Bonjour Charles-Élie. Bonjour. Merci d'être là. On a également Alban avec nous. Alors, Charles-Élie, on va passer un petit peu de temps avec toi pour parler un peu de tes arts, parce qu'il y en a plusieurs, et puis bien entendu, on va forcément parler également photographie. D'accord. Et en particulier de cet album que tu as conçu à New York, puisque tu as habité pendant plus de 15 ans, je crois, Oui. là-bas. Oui. Cet album qui est sorti, quand on le feuillette, c'est d'abord la mise en page qui est un peu particulière, puisqu'en fait, on n'a pas simplement des photos 4 tiers, comme on pourrait avoir classiquement, mais on a des espèces de montages panoramiques Oui. qui ont été faits, et puis même parfois, on a aussi ta trace où tu as rajouté des choses par-dessus. C'était quoi l'envie de créer cet album? Comment ça s'est passé? Alors, en fait, assez vite, arrivé à New York, choisissant d'y habiter, je me suis dit, il faut vite que j'immortalise les premiers instants de fascination. Et sauf que là, j'avais pas de gros appareils, ou plutôt, j'étais en errance dans la ville tout le temps, et je pouvais pas me trimballer avec des gros trucs. Donc j'avais un petit appareil, mais du coup, il y avait peu de mémoire. Et pour faire des clichés plus lourds, entre guillemets, je faisais 1, 2, 3 photos qu'après je combinais. Et c'est ce qui fait que, en fait, sur un certain nombre des images montées, il y a le même personnage comme dans les photos de Newbridge, tu vois. Oui, d'accord. Et ça donnait quelque chose de presque cinématographique et un jeu avec le temps qui était bien. Ça raconte des histoires, quoi. La photo, tu l'as toujours eue? Ça a démarré quand? La photo, j'ai démarré quand j'avais 10-11 ans à peu près, quand ma mère m'a offert une boîte Kodak. Je me souviens que la première photo que j'ai prise, c'était des canards à Don Rémy. Ah, rien à voir. Non, mais Oui, oui, bon, pourquoi pas, bien sûr. C'était ce que c'était, et c'était encore des grosses pellicules, tout ça, et on ne gardait pas en haut. Enfin, donc très vite, j'ai mis mes premiers argents à m'acheter un appareil réflexe, un vrai truc. Tu te rappelles ce que c'était? Asahi Pentax. Pentax, absolument. Voilà. Et après, j'ai eu un Ricoh, un Asahi Pentax, et toute toute la suite qui va avec. Et donc j'ai fait beaucoup de photos, et à l'âge de 12-13 ans, j'ai appris à les développer. Tu as fait du Ouais, j'avais un copain qui était responsable aux Éclaireurs de France et qui était un fan de photos et qui avait un labo dans sa cave, qui m'a montré comment faire, et très vite ça m'a passionné, et le fait d'arriver le fait de cette image qui apparaissait comme ça dans le bain de révélateur, etc. Oui. Et puis le fait d'avoir à mon tour un atelier sous les combles dans lequel j'allais m'enfermer, où personne venait me faire chier parce que t'as pas le droit d'ouvrir la porte quand la lumière est rouge. Ça convenait bien. Donc du coup j'avais mon coin d'isoler, mon nid, et quand j'ai eu 14-15 ans même, je suis devenu photographe pour le festival du théâtre mondial du théâtre universitaire qui avait lieu à Nancy et qui était organisé par Jacques Lang. Et puis après, ça me donnait des entrées au festival de jazz quand le Nancy Jazz Pulsation est apparu et compagnie. Oui, parce que tu es de Nancy. Parce que je suis donc originaire de Nancy, né
à la clinique du docteur Pinard. D'accord. Non, mais c'est rigolo. Pas très loin de la place Stanislas, c'est ça? Voilà. Mais la preuve, ça s'est bien passé quand même. L'arrivée, hein, ça fait Ouais, et puis, en même temps que cette photographie qui me procurait beaucoup de plaisir, il y avait la musique, et puis il y avait l'écriture, parce que j'ai toujours beaucoup écrit. Et donc, mon rêve, c'était d'associer tout ça dans une activité qui serait la mise en scène de cinéma. Ah, d'accord. Mais, et donc, je voulais être metteur en scène de cinéma. Mais j'étais pas assez bon en maths pour faire, à l'époque, entrer à l'IDEC. Et en terminale, je suis parti faire la route. J'avais Kerouac dans la tête et j'avais envie de voir le monde. Et j'ai quitté ma famille inopinément et sans prévenir. J'ai fait des tas de petits boulots. Et puis, je me suis dit, l'IDEC, c'est de plus en plus loin, mais chaque expérience de vie va me servir. Et du coup, je racontais des scénarios, j'écrivais des trucs, des histoires, toujours des histoires. Et puis j'ai passé mon bac malgré tout en candidat libre. Je l'ai travaillé tout seul, et je l'ai eu. Et je suis entré aux Beaux-Arts, où là, tout d'un coup, enfin, je trouvais quelque chose dans lequel je pouvais m'éclater parce que c'était, voilà, ça me correspondait, il y avait tout. Et du coup, là, j'ai découvert d'autres formes d'expression artistique et à aucun moment, je me suis dit, il faut que je ne fasse qu'une seule chose. Si ce n'est qu'un de mes profs aux Beaux-Arts, qui s'appelait Gérard Thon, qui était prix de Rome, un jour vient me voir sur scène où je jouais. Et parce que j'avais commencé à donner des concerts quand j'avais 15 ans et j'avais toujours continué. C'était une manière pour moi de formaliser ma poésie, mais pas dans l'espoir d'être une célèbre. Quand je dis que je veux être metteur en scène, c'est que je préférais être derrière la caméra que devant. Donc, agissant, créant, mais de derrière. Donc, le prof vient me voir sur scène et il me dit dis donc, Charlie, c'est déjà vachement abouti ce que tu fais, comme tu pourrais faire carrière là-dedans. Un jour, il va falloir que tu choisisses. Et alors là, cette phrase, ça m'est resté comme étant exactement ce qu'il fallait pas faire, quoi. Parce que d'un côté, j'avais mon père qui me disait tu peux faire ce que tu veux du moment que tu le fais à fond. Et de l'autre, lui qui me disait, quoi que ce soit, tu vas devoir choisir, c'est-à-dire mettre de côté. Et ça, j'ai refusé de le faire. En fait, mon arrogance, ma prétention était que on peut quand on veut. Et donc, j'ai toujours continué à faire ce que je faisais dans un domaine et dans un autre. Mais c'est difficile à faire admettre aux gens qui, une fois qu'ils t'ont connu dans un domaine, ils te voient toujours à travers ce qu'ils connaissent. Et comme il se trouve qu'à la fin de mes études aux Beaux-Arts, j'ai fait un disque qui en a amené un autre et ainsi de suite, et que je me suis retrouvé signé à 24 ou 25 ans avec Chris Blackwell, qui était le patron de Island Records et le producteur de Bob Marley, Marianne Faithfull, Grace Jones, tous des gens que j'ai rencontrés aux Bahamas quand je suis allé le voir. Pour les gens, du coup, je suis apparu comme étant un chanteur, et c'est à travers cette étiquette-là que les gens ont décrypté ce que je faisais. Alors je l'ai fait, volontiers, et à plaisir d'ailleurs, parce que j'adore chanter, j'adore faire de la musique. Mais ce que j'aimais surtout, c'était que ça me permettait de rencontrer des tas d'autres gens qui m'inspiraient pour faire d'autres choses. Et à la différence de ceux qui, encore une fois, choisissent, j'ai choisi de ne pas choisir. Et alors, dans un premier temps, ça a intrigué, parce qu'on venait me parler comme un chanteur, et je disais, mais attendez, je suis artiste.
Ah, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'essayais d'expliquer mon truc, le multisme, c'est-à-dire la pluridisciplinarité, cerveau droit, cerveau gauche, enfin bon, etc. Mais ça emmerdait, ça faisait chier. Les chanteurs, c'est des oiseaux, ils sont perchés sur une branche de micro, on lui demande de faire ramage, beau plumage, et de s'envoler à la saison suivante, c'est tout ce qu'on lui demande. Et moi, j'étais pas ça, j'étais grippé à ma branche, à essayer de développer des idées et des choses comme ça. Et ça a duré, j'ai pas passé tout le truc, mais disons que ça a duré comme ça, pardon. Non, vas-y, je t'en prie. Et ça a duré, on va dire, la notoriété a duré 5 à 7 ans, en gros. À ce moment-là, je me suis rendu compte que définitivement, quand on est une star, c'est invivable. C'est pas agréable, c'est-à-dire que ça a des avantages, bien sûr, les portes vous sont ouvertes, vous passez premier de la file, partout où vous allez, vous êtes connu, ça peut être pratique, mais en même temps, c'est pas confortable parce que vous êtes d'un côté plus aimé que vous ne le méritez, et plus détesté que vous ne le méritez. Dans tous les cas, vous vous appartenez plus. Et une star ne s'appartient pas, elle appartient à son public. Je me souviens, une fois, j'étais sur une gare, j'avais les mains prises, je venais d'avoir ma première fille, Shahan, et il y a quelqu'un qui vient me demander un autographe. Et je dis, mais écoutez, vous voyez bien que je suis occupé. C'était avant les selfies. Hein. Et on peut avoir un autographe? Et j'ai dit, oui, oh, bah alors vraiment, vous n'êtes pas sympa. Je dis, je t'emmerde, moi, je suis pas sympa. Exactement, Alex, je fais la même chose père l'autre jour à l'aéroport. Père de famille, tu m'embêtes pas, quoi, écoute. Ah, mais écoutez, vous êtes... c'est la rançon de la gloire. Ouais. Je ne suis pas l'otage de mon public, rien du tout, et je ne suis pas l'otage de personne. Je suis en balotage, mais je ne suis pas l'otage. Tu as toutes ces cordes à ton arc, parce que justement, tu ne veux pas te cantonner, et tu as raison, ton art. À ma harpe. Ta harpe, absolument, à ta harpe. Il y en a plusieurs que tu as voulu justement mettre en application, et alors je vais peut-être aller un peu vite, mais c'est ce fameux voyage où tu es parti à New York. Finalement, tu t'es dit, bon, quel était le but quand tu as décidé de partir? En fait, New York, si tu veux, c'était la continuité. J'ai donc une première... aujourd'hui, je suis dans on va dire, dans ma 5e vie. Okay. La première vie, ça a été ma vie d'enfant, faite de fantasmes, de rêves, de se comparer à ses idoles. Deuxième vie, celle où j'étais star, entre guillemets. J'ai connu la notoriété de quelqu'un qui a une médaille d'or à un moment donné, et pendant un temps, c'est plus facile. Une troisième vie qui m'a donné l'occasion d'être un homme, c'est-à-dire de faire le tour du monde, de voir des tas de choses, des tas de gens, de ne pas me conformer à l'ordre établi, d'être père. Déjà tes 2 filles, là, non? C'est ça, cette époque-là? Oui, exactement, c'est à ce moment-là. Après une 4e vie qui a été à New York, et là je vais y revenir si vous voulez, une 4e vie, puis celle que je vis aujourd'hui. La quatrième vie à New York, c'était qu'après le décès de mon père, qui lui m'avait toujours challengé, on va dire, je me retrouvais en France, dans un pays qui me parlait tout le temps à l'imparfait. Charles Elie, vous étiez, c'était bien l'avion sans aile, c'était, et il me parlait tout le temps des fameuses 5 années ou 7 années dont je vous parlais, où je m'appartenais plus. Et je dis ouais, pour vous, ouais, mais pour moi, la vie d'après était aussi importante. Et puis, je me suis dit, mais comment j'arriverai à faire connaître mon travail de plasticien si je m'adresse à des gens qui, tout le temps, ferment les volets, se mettent des œillères et m'empêchent de faire autre chose que ce qu'ils ont aimé et à l'imparfait. Même à la limite, ils ne parlaient pas des nouveaux disques que je sortais. Par exemple, là, il y a ce disque-là qui va sortir au mois de février et qui est le 26e album. Pour te dire, L'Avion sans aile, ça devait être le 4e, 5e album. C'était quand même au début, tu vois. Et là, depuis, il y en a eu 20 depuis. Et c'est-à-dire, j'ai pas arrêté de continuer à utiliser la chanson
pour raconter des choses. On s'imagine des destins extraordinaires. On est sûr du futur, ouais, c'est dans la nature. On se promet tout ce qu'il y a de mieux quand on est amoureux. L'amour est toujours optimiste. Justement, l'image qu'on voit ici sur ton nouvel album, c'est toi qui l'as choisi, c'est toi Ouais. qui l'as créé, c'est toi qui as fait... C'est moi qui l'ai choisi et c'est une photo de ma fille Shahan que je trouve tout à D'accord. fait en adéquation. Les photos que moi j'avais faites sont à l'intérieur du disque, mais elles avaient moins d'impact. Shahan est une excellente photographe. Voilà, il y a J'adorais plein- la photo plein de du photos. couple et En bas à droite. Ah non, ouais, pardon, à New oui. York justement. D'accord. Bref, je trouvais formidable ces gens que j'avais vus à Times Square qui ils venaient de se marier et ils essayaient de choper un taxi. Ok. T'imaginais, t'as toute la foule autour qui en a rien à foutre et ce couple. Et ce couple Je qui trouvais ça vachement bien, l'intimité au cœur de l'universel. Et c'est un petit peu ça, New York. Ouais. Et justement, alors, non, pardon, vas-y, parce que j'ai plein de questions, on est bavards tous les deux. Alors vas-y. Non, mais je t'en prie. Non, Genre, ce que je voulais justement souligner et voir si j'ai mis dans le mille ou pas, quand on regarde ton album de photos de New York, il y a quand même beaucoup de messages. Tu restes quand même, bon, tu es un raconteur d'histoire et c'est normal, ça fait partie de ton ADN. Tu es un poète chantant, filmant, écrivant, photographiant finalement. Ouais. Et moi, ce qui m'a surtout impressionné, c'est cette notion de poésie et de message. Et là, on a une petite sélection d'une dizaine de photos. ok. Et moi, ce que je voudrais faire avec toi, c'est Ok. qu'un petit peu que tu nous exprimes un peu nous racontes ton ressenti et que tu nous racontes. Et là, on a par veux. exemple cette photo, bon, on voit qu'on est, je pense, en hiver. Alors ça, c'est des photos prises vers la fin, là, avec un appareil numérique, je sais plus D'accord. lequel c'est d'ailleurs. D'accord. Il doit faire moins 8 ou moins 10. Les hivers sont souvent très, très rigoureux, très durs. Mais j'avais la chance d'habiter, d'avoir trouvé un endroit incroyable, un duplex qui était tout près de Central Park, sur la 58th Street. Et donc, j'allais régulièrement m'aérer les poumons dans cet endroit incroyable qui est Central Park. Et je crois que tu as joué là-bas aussi, dans ce Et travail. oui, ça fait partie presque des éléments prédéclenchants de mon retour. Après l'avoir fait, je ne pouvais plus me reprocher de ne pas l'avoir fait, quoi. Ok. Parce que j'étais parti à New York vraiment pour développer les arts visuels et me faire m'éprouver en tant que plasticien. Ça m'a permis de vivre pendant 15 ans, c'était déjà pas mal, Bien sûr. et d'élever mes enfants. Et ça, j'ai même eu une galerie pendant 5 ans. Et donc, ça m'a rempli. Je me suis enrichi à l'intérieur, si vous voulez, mais j'ai pas fait fortune. Et on voit des gens là sur la photo qu'on diffuse actuellement, les gens justement, les gens qui habitent à New York, alors ceux qui sont là depuis longtemps, on dit que c'est facile, on dit que ça va vite. Non, les gens, c'est les globules. Les gens, c'est les globules. New York, c'est un cœur vivant. Et les gens, ils passent dans les artères et ils sont transparents. On dit souvent qu'à New York, tu fais du blé, mais la grande faucheuse te rattrape ton blé. Ça passe dans les moulins et avec de la chance, t'as peut-être encore il t'en reste peut-être encore assez sur les mains pour te nourrir, quoi. Vraiment, tu racles ce qui reste, mais ils te prennent tout, hein. À Paris, on vit bien, mais on s'y sent mal. À New York, on vit mal, mais on s'y sent bien. Parce qu'il y a un enthousiasme
tout le monde est une star là-bas. Tout le monde se prend pour une star. Tout le monde a besoin d'être une star. C'est une ville de cinéma, mais chacun se fait son cinéma. Donc on vit avec ce cinéma et on a le droit d'y croire. Et les autres vous incitent à le faire. On n'a pas le droit de ne pas y croire. Et alors, si on n'y croit pas, même pieds nus, elle avance dans ses petites chaussures de rien du tout. Il y a un orage de ouf. Et elle relève sa jupette et je trouve il faut que ça passe, il faut que ça y aille, faut que ça bouge. Il y a un mélange de fragilité et de violence de l'orage avec ces grosses gouttes. Voilà, c'est ce qui me touchait dans cette photo-là, par exemple. Ah, ouais. Ça c'est aussi dans le métro en revenant de Flushing Meadow où j'étais allé voir du tennis. J'adore le tennis et j'adore cette photo où les êtres sont ils sont racontés et en même temps invisibles, quoi. On les voit pas. Mais où ça, cette espèce de confrontation entre le froid polaire dans la rue et puis le mec en couleur. Tu te rappelles du moment où tu as pris cette photo? Ce qui s'est passé, tiens, il y a un truc qui se passe, comment ça s'est passé? Il y a un moment donné, le street photography, comme on dit, ça devient un instinct. Hein. C'est-à-dire, j'étais sur ma bicyclette, je m'arrête et je vois cette espèce de pèlerin avec son côté à la fois effrayant, l'ambiance de nuit, peut-être que je sais pas, je suis fatigué ou n'importe quoi, et tout devient mystérieux. C'est ça, il y a cette lueur éclairée par le néon derrière. Ouais, c'est ça. Est-ce que New York, c'est plus facile pour faire de la street photographie? Ah oui, New York, c'est la ville de la street photographie? Oui, parce que New York, c'est vraiment la ville de tous les extrêmes, quoi. Tout est possible. Toutes les grossièretés, toutes les extravagances, mais toutes les finesses hyper subtiles aussi, jusqu'à l'outrance. À New York, à peine arrivé, qu'on a très vite compris qu'on était jugé sur les apparences. Tu peux être ce que tu veux du moment que tu l'affirmes. Ce que les gens n'aiment pas, c'est que tu fasses semblant. Ça, la tricherie. Et les Américains ne sont pas du tout un peuple, à la différence des Français, un peuple du deuxième degré. Les Français adorent le deuxième degré. Et quand je me rappelle avoir évoqué ça lors d'un des premiers dîners auxquels j'assistais, je parlais de second degree. Et là, il y avait comme un silence à table. What do you mean second degree? You mean absurd? Tout ce qui n'est pas évident est absurde. Oui. Et nonsense, ils me disent. Mais non, c'est le sens caché. Pourquoi cacher les choses? Enfin, ça n'a pas de sens. Ça ne dit pas que ça n'existe pas, hein, mais la perception ou le goût pour le non-dit, non, c'est pas ça. Au contraire, là-bas, on dit tout. J'ai pris l'habitude d'ailleurs de tout dire, peut-être trop en dire d'ailleurs. Cette photo-là, tu crois, ils assument? Ils s'affirment? Ouais. Be yourself, the best you have to give is yourself. Le mieux que tu as donné, c'est ce que tu es. Ça, je l'ai entendu des centaines de fois. 3 mois après que je sois arrivé, on me tannait ça en disant « Cherche pas à être un autre, essaye de trouver celui que tu es, et là, tu développes et tu y vas à fond. » Tu sais, je dis souvent que la différence, puisqu'on parlait de tennis, en France, si tu as un coup droit naturel, on va donc te faire travailler le revers. On va te faire travailler tes défauts. Aux États-Unis, si tu as un bon coup droit, on te fait travailler le coup droit. Ah oui. À fond. Puis bon, le revers. Mais par contre, tes balles difficiles, tu vas les prendre en coup droit. Tu vois. Là, c'est justement. Ah oui, les deux. Ça, c'était incroyable. C'est incroyable, ce truc. En fait, tous les mecs étaient numéro 2, comme c'était Derek Jeter, qui était leur joueur phare. Et est-ce que c'était une publicité ou est-ce que c'était pour son anniversaire? Mais
je trouvais cette photo incroyable parce que c'était tout, ils portaient tous le numéro 2, comme si tous les numéros 2 voulaient être numéro 1 à la place du numéro 1 qui était numéro 2. Oui, d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très clair. et c'était ça, cette photo. Ouais. Magnifique. Ah, ça c'est New York dans la version, on va dire, ultime et presque solennelle. Non, science-fiction même. Voilà. Espèce de lumière qui irradie et les êtres qui sont quasiment que des ombres en dessous de tout ça. Et ça, c'est un New York qui fait rêver. New York est une ville très lumineuse. Comment ? New York est une ville très lumineuse. C'est-à-dire que oui, c'est une ville portuaire, donc le vent chasse les nuages et la lumière donne un bleu qui est souvent très intense. La lumière est aussi belle, je trouve, à New York qu'à Rome. Enfin, à Rome, elle est plus chaleureuse, c'est encore plus beau, mais à New York, c'est une lumière qui est justement très photographique, parce que la France, c'est un pays de demi-teinte qui adore les sfumato, les choses. Les États-Unis et New York, c'est vraiment une ville de noir et blanc, affirmée, encore une fois, noir et blanc, ombre, lumière, etc. Tu mets les photos en couleur ou en noir et blanc, souvent, elles ont presque la même intensité. Il n'y a pas vraiment de raison d'en faire beaucoup en noir et blanc, parce que la couleur aussi, elle parle. Regarde. Tu vois, dans celle-là, on voit bien les marques au sol rouge, les jaunes, et puis le bleu, ça disparaît. Oui, c'est vrai. Mais j'adore celle-là, j'appelle la femme, en fait, c'est là. Et il y en a une autre qui est toute droite, et c'est l'homme. C'est pas moi, en fait. Quelqu'un m'a dit, ah, mais c'est la femme, tu sais, la femme. Et l'homme. Parce que New York est une ville d'objectifs, tu vois. En fait, ça a d'ailleurs inspiré beaucoup de mes dessins et tableaux, ces genres de perspectives qui partent de la philosophie qui dit follow the line, suis ta ligne et tu trouveras la lumière au bout du tunnel. C'est-à-dire, si sombre que soit ta vie au moment où elle est, si tu restes en astreinte, tu trouveras la lumière au bout du tunnel. Alors là, on te voit. Là, c'est quoi? C'est un autoportrait? C'est qui? Comment ça s'est passé? C'était dans le... Alors ça, c'était troisième studio où j'ai travaillé, qui était au 19e étage d'un commercial building. Okay. C'était sur la 37th Street. Okay. Et un immeuble dans lequel il y avait des usines, des fabricants de meubles, des fabricants avant que beaucoup d'usines ne se transportent soit en banlieue, soit en Chine. Il y avait tout un quartier qui était le Garment District, qui était le quartier de la couture et de la confection et tout ça, etc. Mais dans lequel les ateliers à perte de vue faisaient travailler des petites mains qui arrivaient comme des fourmis. Après, on les renvoyait plus, puis ça repartait. Ah oui, d'accord. Ok. Et donc moi, au 19e étage, c'est-à-dire le top floor, je partageais un atelier, l'étage, avec une grande artiste japonaise qui s'appelle Mariko Mori, qui est la petite fille d'un magnat japonais, et qui du coup travaillait avec toute une équipe. Ils étaient une quinzaine de personnes à travailler pour elle.
qui arrivait toute vêtue de blanc comme un ange, etc. Et moi, j'étais là dans mon gourbi à bosser tout seul, à l'arrache, bim, 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 mais, etc. Mais c'était ça aussi, c'est ça aussi. Puis un jour, elle a voulu récupérer le truc pour en faire un musée ou voilà. Et du coup, j'ai choisi un autre endroit qui a été ma galerie atelier, dans lequel je suis resté pendant 5 ans, etc., etc. Tu restes là-bas pendant 17 ans. Ouais. 17 ans. Et tu dis, à un moment donné, je rentre. Pourquoi tu rentres? Je suis rentré vraiment à cause de Trump. J'y croyais pas. Il incarne tout ce que je déteste, vraiment tout. Le mensonge... l'illusion de la réussite en faisant miroiter à des pauvres gens qui méritent son succès, l'ignorance, la bêtise, enfin tout ça. Et tout ce qui me fascinait dans les États-Unis, c'est-à-dire que et particulièrement cosmopolite comme New York, où quelle que soit ta différence, quelle que soit ta culture, quelle que soit ta congrégation, quel que soit ton microcosme, il y a une unité qui est faite au drapeau. Et là, tout d'un coup, c'était comme si le drapeau, même le mât, s'était fendu. C'est-à-dire il y avait 2 Amériques, et 2 Amériques qui sont totalement incompatibles l'une avec l'autre. Il y a certainement des bouchistes, des trumpistes qui sont peut-être pas des gens mauvais, mais non. En fait, à l'arrivée, tout ce qu'il incarne, il a été, je connais plus les chiffres exactement, mais ils ont répertorié plus de 20 000 mensonges durant son officiel, énoncés en toutes circonstances ou contre-vérité. Bon, alors du coup, ça amène à avoir les mêmes conséquences ici, où les dirigeants se disent, après tout, on n'a pas besoin de le faire, il suffit juste de le promettre. Donc, on sent l'artiste engagé. Hein. Oui, mais c'est bien, c'est la marque de fabrique, et au moins, je pense que plus les années passent, plus tu es engagé. Est-ce que New York te manque aujourd'hui? New York... écoute, je pense que j'ai eu avec New York une relation, mais vraiment passionnelle, passionnée, prêt à tout lui pardonner, quels que soient les jours d'angoisse, et c'était toujours compensé par des jours de joie et d'enthousiasme. J'ai vécu des moments incroyables d'intensité là-bas. Et puis un jour, j'ai eu le sentiment que le feu avait brûlé, quoi, que je revivrais pas 2 fois la même chose avec la même intensité. Peut-être même que ça m'est apparu évident après mon concert à Central Park. D'accord. Où là j'ai dit putain, là j'ai fait quelque chose. Hein. C'était très beau concert en tant que tel, avec des musiciens qui étaient venus d'un peu partout. À un moment donné, je crois qu'on est 14 sur scène et tout ça, c'est super concert. Central Park, mais surtout, ce qui m'avait fait encore plus excité, c'était de penser que j'étais venu depuis chez moi à pied, avec la guitare sur le dos, pour faire un concert à Central Park, 5000 personnes devant, et le concert se passe, on boit des coups, etc. Et je rentre chez moi à pied. Et ça, pour moi, c'est un kiff, rien que dans ma tête, en y pensant, c'est encore bon. Déjà, même à Paris, ça m'arrive pas toutes les 2 minutes, mais aller jouer au cœur de Central Park, sur la Summer Stage de Central Park, en plein cœur de Central Park, quoi. En y allant à pied, la guitare sur le dos. Ah, ça, c'est un kiff. Hein.
J'ai encore une question. Aujourd'hui, la photographie, Charlélie, tu continues à l'exploiter, tu continues à faire des choses aujourd'hui. Oui, oui. Partie prenante avec toi? Ah oui, beaucoup, mais oui, la photo, c'est comme écrire, chaque photo, c'est un poème. Après, je les retravaille, je leur booste les contrastes, je les adapte, et puis c'est surtout que ce qui m'intéresse dans l'art, si je laisse une trace de quelque chose dans mon travail, c'est toujours la conjonction entre l'image photographique et l'image dessinée. J'adore l'espèce de conjonction. Je sais dessiner, donc si je veux faire ça en dessin, je peux le faire en dessin. Mais ça n'a pas le même sens, parce que la photographie, c'est la captation d'une réalité. Quand on fait une photographie, on prend quelque chose qui te préexiste. On se reflète dans quelque chose, mais on se fait le reflet de quelque chose qui existe. La peinture, c'est la formalisation du mystère intérieur. C'est-à-dire, on a quelque chose à l'intérieur de soi qu'on va faire apparaître, mais on le fait apparaître à partir de ce qu'on a à l'intérieur. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est de juxtaposer une image captée du réel avec quelque chose qui ne peut pas être raconté autrement, qui est le dessin, la peinture, l'émotion. On voit sur cette photo dans ton livre de New York, là, oui. On a des photographies. Il y en a quelques-unes, oui, sur lesquelles je grave, je dessine, je tag. Là, en ce moment, par exemple, je fais toute une série autour de photos que j'ai prises de voitures trash cars, des voitures écrasées, qui ont eu des accidents. J'en ai vu un paquet que j'ai photographié. J'en ai jamais rien fait vraiment de très précis. Et là, en ce moment, peut-être c'est à la suite de ce qui m'est arrivé ces 2 dernières années où j'ai eu un cancer, donc en bagarre. Et du coup, ça arrive. Et puis après, il faut bagarrer. Mais et du coup, les tableaux que je fais maintenant s'inspirent de ces photos-là sur lesquelles je bagarre et je continue de travailler. Et je lâche rien, enfin tant que je peux, tant que j'en ai la force. Bien sûr, Charlie. Charlie, voilà. Un grand merci, Alban. Un grand merci. Tu veux rajouter quelque chose ? Juste rajouter que si vous voulez vous faire un très beau cadeau, cherchez-le parce qu'il est plus édité. Eh ben oui, moi je l'ai trouvé en fait dans une librairie et je l'ai attendu pendant un bon gros 15 jours, 3 semaines. Oui, mais celui-là a été suivi d'un deuxième livre qui était New York B. Charlélie, parce que celui-là, il a été assez vite épuisé. J'ai pas compris pourquoi le chêne les avait pas réédités. Une fois même, on était en tournée et on l'avait vu à moitié prix dans une station essence. Donc on disait, il est épuisé et il est putain. Mais moi je l'ai trouvé sur internet, je l'ai trouvé dans une petite librairie indépendante via Amazon. Voilà. Et il y en a 2. Il y a celui-là et l'autre qui s'appelle New York B. Charlélie. Donc si vous faites une brocante, voilà. Et que vous envoyez un, surtout, prenez-le, c'est super. Et puis surtout la musique. Puis, ça, c'est pour ceux qui... ça, c'est en février 2024 qu'il va sortir. On enregistre, nous, aujourd'hui, en décembre 2023. Donc on a la chance de l'avoir entre les mains. Ça nous a fait super plaisir. Vraiment. Merci beaucoup. Les gars. Bon, je me rhabille alors. Allez, Charlélie. Ça marche. Allez, on se retrouve très bientôt, vous le savez, pour d'autres aventures. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Bisous.